on a fait avec mon camarade de marche cette expérience quand même qu'un être humain laisse pas sur le carreau un autre semblable qui frappe à sa porte pour lui demander du pain. Donc c'est quand même quelque chose qui fait grand bien. Et ensuite, de fait, quand on voyage sans rien, on est dépendant totalement, on est à la merci des autres, on est à la merci des circonstances. Et pendant un mois, on a fait cette espèce d'expérience de l'insouciance au fond, c'est-à-dire cesser apprendre, parce que c'est un apprentissage et que c'est dur, mais apprendre à ne pas se soucier, à ne pas s'inquiéter, et faire l'expérience finalement que quand on lâche un peu cette inquiétude, les choses nous arrivent toujours au moment opportun. Je dois dire que d'avoir fait cette expérience, c'est une grande chance pour se lancer un peu confiant dans l'existence après. Pour moi, il y a un avant et un après. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des bouquins dans les poches. Pendant un mois, durant l'été 2019, l'écrivain et journaliste Charles Wright a emprunté le GR4 à travers le Massif central, une escapade à pied de près de 700 km dans le plus grand dénuement, sans un sou en poche. Et puis il a consigné avec beaucoup de profondeur son aventure humaine et spirituelle dans un livre, Le chemin des estives, aux éditions Flammarion. Bonjour Charles Wright. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien de formation, vous avez été entre autres la plume d'un ministre, on dit souvent cela de vous, vous avez été éditeur, novice dans un monastère cistercien, et puis en 2019, je le disais, vous étiez dans un autre noviciat pour devenir religieux chez les jésuites lorsque vous partez à deux pour cette virée de 700 km à pied, sans argent, sans logis, en ne comptant que sur la générosité de ceux que vous alliez rencontrer. Quel était le contexte de ce départ radical pour le moins ? Oui, comme vous disiez, j'étais chez les jésuites, et les jésuites, en fait, le principe du noviciat jésuite, c'est de faire passer les futurs recrues par toutes sortes d'expériences. Voilà, le fondateur des jésuites, il souhaitait que ces petites recrues n'apprennent pas les choses dans les livres, mais que ce soit vraiment une expérience qui passe par le corps, en éprouvant vraiment concrètement les choses. Donc, parmi toute une série d'expériences par lesquelles on doit passer, il y a cette expérience un peu étonnante qui consiste à partir à deux, comme vous l'avez justement relevé, avec un camarade qu'on n'a pas choisi, ce qui n'est pas un détail, et plutôt que de théoriser ou de remuer des idées générales sur la confiance, sur l'abandon, sur la pauvreté, et en faire vraiment concrètement l'expérience, donc en partant dans un dénuement absolu, puisque pas d'argent, pas de tente, pas de carte bleue, pas de téléphone portable, nus comme des vers à l'aventure. Donc on a marché 700 km à pied à travers le Massif central. On peut dire que c'est un voyage vers la vie intérieure ? Oui, c'est un voyage vers la vie intérieure. Alors bon, c'est d'abord un voyage où on se pose des questions très concrètes, avant si vous voulez, de soulever des théories sur l'intériorité. Les questions qu'on se pose quand on voyage comme ça sans rien, c'est d'abord où est-ce qu'on va trouver un morceau de pain, où est-ce qu'on va trouver du saucisson, où est-ce qu'on va trouver un toit. Et puis, de fait, la marche, la marche, c'est pas seulement une hygiène du corps, bien que ce soit aussi une expérience corporelle. On se souvient qu'on a un corps et c'est important dans nos existences qui sont des existences souvent très assises, mais c'est aussi, comme vous le dites, une expérience intérieure, c'est-à-dire que au fil des jours, dans une marche au long cours, il y a un chemin de transformation, un chemin de guérison qui s'opère exactement. Alors vous parliez du saucisson et du pain. Précisément, je trouve que c'est l'une des forces du livre, que ces allers-retours continuent entre des réflexions très profondes, avec de nombreuses références, parce que je trouve que votre livre mêle beaucoup d'érudition, avec de multiples références à la découverte du chemin que vous empruntez, où là il y a des choses très concrètes qui sont de l'ordre du récit d'aventure. C'est comme un double récit, alors qui ne fait qu'un. C'est très, très homogène en quelque sorte, mais il y a bien ces deux dimensions, effectivement, quelque chose de plus spirituel, intellectuel, et puis quelque chose de très concret. Il faut manger tous les jours et trouver un toit pour dormir. Oui, exactement, mais parce que je pense qu'on a au fond de la tête une sorte d'idée qu'il y aurait une partition entre le monde spirituel et le monde temporel, entre les choses profanes et les choses sacrées, entre guillemets. Moi, je crois pas. Je crois que c'est dans le plus concret de nos existences qu'on peut faire des expériences spirituelles, et y compris dans ces choses, entre guillemets, qu'on prétend prosaïques.
et notamment autour de la question de la nourriture. Il est quand même, c'est vrai, beaucoup question de nourriture dans le livre, parce que quand on marche sans rien, les questions qu'on se pose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas est-ce qu'il faut un vaccin Moderna ou Pfizer, mais une fois encore, c'est où est-ce que je vais trouver un toit pour passer la nuit. Vous présentiez tout à l'heure l'exercice que proposent les jésuites lors du noviciat, mais vous, Charles Wright, qu'est-ce que vous alliez chercher? Alors moi, c'était une période de ma vie où ça n'allait pas beaucoup. J'allais avoir 40 ans, j'avais échoué dans ce noviciat, je me rendais compte que c'était pas ma place. Je me désespérais un peu de pas trouver ma place, vraiment, j'en avais un peu marre. Je fais partie de ces gens qui ont un peu de peine à se stabiliser dans un état de vie. Et puis c'était aussi une période où j'en avais marre vraiment. C'était avant le Covid, avant le confinement, mais j'en avais marre du bruit, j'en avais marre de la ville, j'en avais marre des commentaires. Il y avait une saturation vraiment, j'avais une soif intense de vide, comme une brûlure. Et alors, le titre du bouquin s'appelle Le chemin des estives. Les estives, je ne sais pas si les auditeurs, je pense que s'y connaissent, mais ce sont ces pâturages d'altitude où, en fait, les bêtes ont passé tout l'hiver un peu confinées comme nous dans les étables. Et l'été, voilà, elles partent saluer les altitudes, elles prennent la tangente et elles sont libres. Moi, j'avais un désir comme ça d'espace, un désir de liberté, un désir de m'échapper de l'administration, du bruit, du discours. Et je crois que j'ai réalisé un rêve qu'à mon avis toute personne caresse, c'est-à-dire couper pendant un mois de ses obligations, de ses affiliations, et puis disparaître, au fond, disparaître des écrans radars. Pendant un mois, personne ne savait où on était. Vous avez rappelé à l'instant ce que sont les estives. Vous avez une grande tendresse pour les vaches durant tout cet ouvrage, tendresse pas forcément partagée ou comprise par votre compagnon de voyage. Oui, je ne sais pas s'il y a des vaches dans la région où diffuse votre... En Normandie, si. Ah ben bien sûr. On les aime. Oui, je suis nul en géographie, excusez-moi. Mais bien sûr, mais donc les auditeurs vont comprendre, je pense. Oui, moi si j'étais un maître spirituel, ce que je ne suis pas du tout, je conseillerais à mes ouailles, non pas de lire des bouquins, mais d'aller prendre une chaise et de regarder, de contempler des vaches au fond. Je crois que les vaches sont je dis dans le livre un peu en riant, mais c'est un peu sérieux quand même, je crois que les vaches sont des professeurs de mystique. Je crois qu'elles nous ouvrent à une autre temporalité. Et puis, voilà, regardez ces espèces de bêtes qui sont des bêtes tendres, qui sont des bêtes pacifiques, qui sont des bêtes qui consentent à ce qu'on leur prenne à peu près tout, leur lait, leur bouse, leurs vaches. Les regarder comme ça marcher, tranquillement, calmement, comme des vieilles dames un peu tranquilles, ça fait monter dans le cœur une quiétude. Et ça vaut, je crois, tous les antidépresseurs. Podcast by Tendance Ouest. À la lecture de votre livre, Charles Wright, nous devenons témoins de votre quête intime et au fil des pages, au fil des kilomètres, on comprend que vous allez quitter le noviciat. Comme si toute règle vous était insupportable, alors que vous semblez en être admiratif. J'ai trouvé que parfois vous étiez presque contradictoire. D'ailleurs, à la fin du livre, vous l'assumez presque, le fait d'être contradictoire. Ah oui, oui, Baudelaire dit et je cite cette phrase au début, il dit que parmi les droits de l'homme, il faudrait ajouter le droit de s'en aller, c'est-à-dire cette espèce de fugue qui me correspond bien, et puis aussi le droit d'être contradictoire. Oui, je suis contradictoire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour
les gens qui arrivent qui se vouent comme ça à l'absolu et qui en font, les religieux qui arrivent à se laisser embrigader dans des règles qui sont un peu strictes. Moi, je crois que je fais partie de ces tempéraments d'un peu irréguliers qui n'arrivent pas et qui aspirent à autre chose, à tracer leur route un peu en dehors des clous, quoi. Même si c'est parfois une souffrance. On le disait au début de cet entretien, votre nourriture quotidienne, vos nuits, dépendent entièrement de la générosité des gens que vous croisez au fil de ces 700 kilomètres. Est-ce que ce dénuement, cette confiance dans l'autre était essentielle dans la démarche ? Alors oui, il y a deux choses dans votre question. Il y a déjà le fait, comme vous dites, que mon bouquin, finalement, c'est une sorte de grande vadrouille dans la France donc du Massif central, cette France un peu périphérique. Et où j'ai rencontré beaucoup de gens qui passent pas souvent à la radio, qu'on voit pas souvent dans la presse. C'est un peu cette France des oubliés, vous voyez. Et moi, j'ai écrit ce livre surtout pour leur rendre hommage, parce que c'est des gens qui nous ont accueillis avec une bienveillance extraordinaire. Vous faites des portraits magnifiques, d'ailleurs, de ces personnes que vous croisez. Ouais, mais c'est pas du tout affecté. C'est vraiment ces gens nous ont beaucoup donné. Moi, ces gens m'ont réconcilié avec l'humanité. On a fait avec mon camarade de marche cette expérience quand même qu'un être humain laisse pas sur le carreau un autre semblable qui frappe à sa porte pour lui demander du pain. Donc c'est quand même quelque chose qui fait grand bien. Et ensuite, de fait, quand on voyage sans rien, on est dépendant totalement, on est à la merci des autres, on est à la merci des circonstances. Et pendant un mois, on a fait cette espèce d'expérience de l'insouciance au fond, c'est-à-dire cesser apprendre, parce que c'est un apprentissage et que c'est dur, mais apprendre à ne pas se soucier, à ne pas s'inquiéter, et faire l'expérience finalement que quand on lâche un peu cette inquiétude, les choses nous arrivent toujours au moment opportun. Et je dois dire qu'avoir fait cette expérience, c'est une grande chance pour se lancer un peu confiant dans l'existence après. Pour moi, il y a un avant et un après. Des pages très belles sur la beauté par la contemplation, sur la simplicité, pour pas dire la pauvreté. C'est vraiment au cœur de votre récit. Vous écrivez par exemple « La pauvreté est une voie vers la joie parce qu'elle ouvre un espace illimité d'accueil. Quand on n'a rien, on est obligé d'ouvrir les mains et on se dispose ainsi à tout recevoir. Le dénuement, ce serait la clé du bonheur ?» Alors, je ne sais pas le bonheur, mais de la joie, parce que le bonheur, c'est un terme qui est un peu équivoque, on peut mettre beaucoup de choses, mais c'est de la joie, oui. La joie, c'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se donner à soi-même. C'est quelque chose qui nous vient tout le temps de l'autre, des autres. Alors, des autres, ça peut être des rencontres, ça peut être des paysages, oui, en fait, on vit quand même dans une époque qui pousse les gens à consommer des choses dont on n'a pas besoin. Nous, on a pris vraiment le chemin inverse, un chemin de désencombrement radical. Une fois encore, on est parti sans rien. Et faire l'expérience qu'au fond de ce dépouillement, il y a une joie imprenable. Voilà, il y a une joie absolument imprenable. Et c'est quelque chose de très libérateur. On peut vivre très, très joyeusement et très intensément avec peu. Et peut-être même l'intensité de l'existence est pour le coup lié au fait d'avoir peu de choses. Je le crois. Un petit livre vous accompagne durant toute la marche, L'imitation de Jésus-Christ, écrit par un moine allemand au XVe siècle. Pourquoi vous prenez ce livre ? D'ailleurs, encore une fois, vous écrivez très bien lorsque vous tirez une phrase et puis vous la réactualisez en quelque sorte. Pourquoi vous avez choisi ce livre ? Alors, quand on voyage, on voyage avec on n'est jamais seul, vous le dites. Donc, moi, je suis parti d'abord avec les œuvres complètes de Rimbaud, mais il fallait aussi une lecture commune avec mes camarades. Donc, on a cherché un bouquin qui pourrait nous convenir tous les deux. Et moi, j'avais lu quelques aphorismes de l'imitation. Donc, c'est un vieux texte qui a été un best-seller, on a oublié. C'est un livre qui est passé de mode, mais c'était un best-seller pendant des siècles d'imitation. Et en fait, c'est toute une sagesse chrétienne, mais pas que, une sagesse aussi épicurienne, et qui nous a abreuvés tout au long du voyage, comme une sorte de rengaine, comme un leitmotiv, et qui alimentait aussi nos conversations. Voilà. Vous avez parlé de Rimbaud à l'instant, et ces deux figures sont très présentes dans le livre, c'est Arthur Rimbaud, effectivement, et puis Charles de Foucauld. En quoi ces deux figures vous inspirent, Charles Wright ? On sent en tout cas leur importance dans votre parcours.
Oui, alors on marchait sur les pas de Charles de Foucault puisque nous sommes partis d'Angoulême, nous avons traversé 8 départements et nous allions jusqu'à une trappe, un monastère trappiste où Charles de Foucault s'est enfermé un petit moment au début de sa carrière au fin fond de l'Ardèche. Donc voilà, Charles de Foucault, c'était presque le but du pèlerinage. Donc pour les auditeurs, c'est le grand mystique chrétien qui est allé se brûler au soleil du Sahara. Et puis il y avait aussi Rimbaud, bon, qu'on ne présente pas, le poète, le rebelle, l'irrégulier lui aussi, l'homme qui dit non. Moi, c'est ça qui m'intéresse chez lui, c'est l'homme qui dit non, qui veut pas se compromettre avec le monde des adultes. Voilà. Et bon, dans le bouquin, ce sont deux contemporains, ils auraient pu se rencontrer. J'essaie de les rapprocher. Moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est ça, vous faites des parallèles. Hein. Vous avez presque une thèse entre ces deux personnes. Oui, mais c'est beaucoup dire parce que voilà, il y a aucune. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'érudition. Je les aime en amateur un peu. Hein. Mais oui, ce sont deux êtres qui transigent pas sur leurs désirs. C'est ça qui m'intéresse. Des êtres qui refusent de se couler dans l'ordinaire entre guillemets, sans jugement de valeur, mais des gens qui baissent pas les armes, qui veulent rester fidèles à ce qui porte en eux de l'enfance peut-être. Et puis ce sont deux figures de l'errance aussi. Hein. Ça c'est intéressant, des gens qui sont des sortes de pèlerins d'absolu, qui sont attirés secrètement par quelque chose qui est ailleurs, qui n'est jamais là, où il faut toujours faire un pas de plus. Et c'est très inspirant, je trouve. Podcast by Tendance Ouest. Quand et pourquoi, Charles Wright, vous avez pris la décision de quitter une sorte de frénésie? J'ai donné quelques éléments de votre parcours tout à l'heure. Vous avez rempli votre CV pendant un certain temps et puis on sent une bascule et une autre recherche peut-être. Quand et pourquoi vous avez décidé cette bascule-là? Bah oui, parce que bon, je suis pas bien vieux, mais disons de 20 à 30 ans, j'ai fait ce que ma famille attendait de moi, ma maman attendait de moi, c'est-à-dire que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai rempli ma carte de visite avec des occupations prestigieuses, mais voilà, tout ça me laissait dans le cœur un grand vide. Il y avait une insatisfaction, un ennui qui est un peu existentiel. Et puis quand j'ai eu 30 ans, j'ai redécouvert l'Évangile, tout simplement. Et j'ai senti qu'il y avait une vie, là, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et l'Évangile, bon, c'est pas un jouet pour enfants, c'est-à-dire que quand ça entre dans la vie d'une personne, ça met un peu tout en dessus-dessous, parce que c'est un peu comme le carnaval, ça renverse toutes les valeurs. Les pauvres deviennent les rois, les puissants sont détrônés. Et donc, moi, j'ai commencé à essayer de vivre de l'Évangile, et du coup, c'est à partir de là que ma vie a pris un chemin un peu différent et que j'ai été attiré à la fois par une vie beaucoup plus pauvre, par un chemin de simplification, de désencombrement, de dépouillement, qui n'est pas fini et qui, j'espère, ne sera pas fini. C'est ça qui est passionnant dans une existence, c'est qu'on fait des pas et puis on n'a jamais fini d'arriver, comme Foucault et comme Rimbaud, auxquels je ne me compare pas, mais cette espèce de pèlerinage, au fond, de mouvement, d'avancée perpétuelle m'inspire. Vous aussi, vous n'avez plus envie de transiger, d'une certaine manière. Oui. Bon, j'espère aussi qu'il y a quand même un peu de souplesse avec les années, parce que on peut pas vivre non plus sans arrêt tendu comme ça. Et d'ailleurs, c'est beau chez Foucault de voir cet homme qui, au début de sa conversion, lui aussi, est dans une sorte d'intransigeance tendue, vous voyez, crispée, de voir comment au contact des autres, c'est important les autres, et ben il y a quelque chose qui s'assouplit, il y a quelque chose qui se liquéfie, il y a une bonté qui arrive, il y a une sorte de joie aussi, on parlait de la joie tout à l'heure, et voilà, ça aussi ça attire. Vous en parlez très bien dans votre livre de cette transformation de Charles de Foucault. Parfois on se trompe d'ailleurs sur cette figure qui est Charles de Foucault, mais comme sur Rimbaud d'ailleurs, parce que on conserve une sorte d'icône, une image figée, alors que finalement l'un comme l'autre, et comme vous peut-être, ce sont des personnes en mouvement perpétuel. Mais comme nous tous, comme vous, je crois, et comme tous les auditeurs,
avec cette tentation qu'on a parfois de s'arrêter, de s'établir, pas de s'encrouter, c'est pas un beau mot, mais de s'arrêter d'avancer. Alors je pense que une existence, c'est comme ça, une marche qui était prônée par un désir, l'appel d'une terre. Alors comment la nommer, je sais pas. Certains l'appellent Dieu, les chrétiens, voilà, une sorte de pays qui nous attire, voilà, une sorte d'appel vers une plénitude. Et pour revenir au Massif central, parce que le livre, il ne faudrait pas tromper vos éditeurs, c'est quand même pas un traité de spiritualité, c'est quand même aussi, vous le disiez, un récit d'aventure dans des paysages concrets. Les terres du Massif central sont des terres qui nous convoquent à cet appel de l'infini. Voilà. On se rappelle quand on traverse ces étendues désertiques qu'on est fait pour l'infinité, comme dit Pascal, qui était justement un habitant du Puy-de-Dôme. Vous parlez très bien aussi de la marche dans ce livre, dans ce récit d'aventure. Quelle décision vous avez prise, Charles Wright, quand vous avez décidé d'écrire ce chemin des estives? Qu'est-ce que vous vouliez partager? Et est-ce que c'était aussi une forme d'invitation pour nous, lecteurs, invitation à sortir un peu de nos cabanes pour aller se confronter un peu au réel de la marche et des chemins, parce que des chemins d'estive, il y en a partout finalement, hein. Ça peut être des chemins côtiers. Là, en l'occurrence, c'était des chemins d'estive, mais on trouve des chemins partout en France et dans le monde. Oui, alors pourquoi on écrit un livre? Vous savez, si j'avais la réponse pourquoi j'ai écrit ce livre, pour certainement beaucoup de raisons inconscientes, pour rendre hommage aux gens qui nous ont accueillis avec une hospitalité merveilleuse, sans doute, mais aussi peut-être, oui, pour donner envie, et très certainement même aux lecteurs, alors de s'échapper à leur tour, de prendre la tangente de temps en temps, de partir sur Sylvain Tesson appelait ça les chemins noirs, mais oui, c'est ça, les chemins des estives. Je crois qu'on a besoin tous régulièrement de s'aménager des espaces de retrait, des dégagements de l'éphémère, de couper avec l'actualité et de partir à la rencontre des autres, à la rencontre de soi. Oui, certainement. Notre vie en société a pour le moins été un peu brinque-ballée ces derniers mois, Charles Wright. Je trouve que votre livre tombe à point nommé aussi parce qu'on est maintenant, parce qu'on est depuis un an en crise sanitaire, économique, peut-être aussi en crise sociétale d'une certaine manière, parce que cette crise extérieure nous fait beaucoup poser de questions sur notre fonctionnement. Est-ce qu'on peut faire un parallèle aussi entre votre livre et puis peut-être y trouver quelques points d'attention en cette période de crise? Oui, mais c'est au lecteur de le dire, mais je crois, c'est vrai que le livre apporte un coup de vent frais, un petit bol d'air pur en ces temps plus confinés, mais quand même. Et puis c'est aussi un livre de l'Ancien Régime, c'est-à-dire que on s'embrasse beaucoup, on voyage sans gel ni attestation, on renoue avec tout ce que l'époque trouve pas tellement essentiel entre guillemets, c'est-à-dire l'aventure, la vie intense, la contemplation de la beauté, les embrassades. On se soucie pas beaucoup de sa santé. On trouve finalement qu'il y a autre chose que la vie nue. Pour revenir à l'évangile, l'évangéliste Jean, pardon d'infliger une leçon, enfin pas une leçon, mais de l'exégèse à vos auditeurs, mais c'est intéressant. L'évangéliste Jean, il distingue deux sens au mot vie. Il dit il y a la vie simplement au sens d'être en vie, la vie vitale, il appelle la psyché, et puis il y a au fond le fait de vivoter, et puis il y a ce qu'il appelle en grec Zoé, la vie en plénitude, la vie en abondance. Et c'est cette vie-là qu'on peut trouver quand on se dégage un peu de l'éphémère et qu'on prend le chemin des estives. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Charles Wright. J'invite vraiment nos auditeurs à découvrir ce livre génial, Le chemin des estives aux éditions Flammarion. Merci beaucoup. Un grand merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.